Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trait pour Trait, le podcast BD qui passe aussi à la télé. Alors bien sûr, vous pouvez vous abonner sur les podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, vous pouvez nous retrouver sur Watch, toutes les box, sur le site d'Album, album.fr, puisque nous sommes toujours dans la librairie Album rue Dante à Paris, et sur BD Zoom avec Laurent. Salut Laurent. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, deux nouveaux auteurs. Il y a du lourd. Ah il y a du lourd, du prestige. On les sent, on les voit, ils sont motivés. D'abord Xavier Dorisson, scénariste bien connu du Troisième Testament, du récent énorme succès Undertaker, mais aussi qui a participé, il nous expliquera comment et pourquoi à l'aventure Thorgal. Absolument. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Et comme je parle de Thorgal, évidemment, ça nous emmène vers notre second invité, Fred Vigneault. Fred Vigneault, le dessinateur de la série parallèle, on va dire, Chris de Valnor, dont le 8e et dernier tome vient de paraître. Et ça n'est pas vraiment un scoop, puisque Grégor Rosinski l'a annoncé. Et Grégor va arrêter de dessiner Thorgal et Fred va prendre la relève. Voilà. Et je voudrais conclure juste pour revenir un peu sur Xavier, parce que c'est vrai qu'on l'accueille aussi dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre et de la parution de l'intégrale de l'album Le Chant du Cygne, qu'il avait fait en co-scénariste avec Emmanuel Herzé et avec Cédric Babouche au dessin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense aussi. Voilà. On peut s'arrêter là. C'est bon. Merci. Alors, Le Chant du Cygne, donc là c'est l'intégrale, 2 volumes qui racontent une drôle d'histoire quand même. Oui, c'est une histoire tirée d'un fait réel. Au départ, qu'on a traité de façon plus romanesque avec Emmanuel Herzé. Le point de départ est simple, on est en 1917 au moment du chemin des dames, et à ce moment-là, il y a un certain nombre de soldats, alors tout le monde le sait, qui ont été des mutins, mais il y en a d'autres qui ont une stratégie un petit peu différente, qui ont dit, pour faire simple, nous, on veut bien continuer à se battre, on veut bien résister contre l'Allemagne, tenir, mais pas comme ça, et pour que Paris le sache, parce que Paris évidemment ne sait pas, les gens de l'Assemblée nationale ne savent pas ce qu'on vit, ce qu'on endure, etc. Nous allons prendre nos armes, nos camions, nos munitions, et on va aller à l'Assemblée nationale, et on va leur dire leurs trois vérités. Bon. Alors ça part d'une pétition. Oui, alors il y a eu une pétition, et un certain nombre de soldats à l'époque sont partis pour Paris, avec ce but simple que je crois qu'aujourd'hui tous les gens peuvent comprendre, qui est de dire nous sommes incompris. Et il s'agit juste de dire ce que nous ressentons. Oui, parce qu'en fait, c'est un road movie finalement, un road movie pendant la guerre. Ouais. Et donc, effectivement, ils sont chargés d'aller remettre une pétition au gouvernement. C'est une pétition qu'on appelle de la fameuse Code 108, qui était un mythe. Et elle a vraiment existé, cette Voilà, c'était la question que je voulais poser. Est-ce que c'était un fait réel, ça ? Alors, en fait, pas comme ça. C'est-à-dire que dans la réalité, il y a eu des pétitions pour ne pas mener des attaques. Il y a eu ce mouvement de soldats qui voulaient aller à Paris, mais les deux, en fait, étaient pas liés. Et c'est là où nous, quand même, on raconte une histoire romanesque, mais qui porte, je pense, le même sens. Et donc, on a fait un mix des deux. Après, je pense que au-delà de l'époque 14-18, au-delà effectivement du road movie, puisqu'il s'agit de personnages qui vont, on va dire, de l'enfer, qui est ce terrain de combat du chemin des dames, qui vont traverser cette campagne du mois de mai, pleine de lumière, pleine de joie, où ils reviennent un peu à la vie. Sauf qu'on se doute bien que les autorités vont pas accepter comme ça que des soldats désertent. Oui, parce qu'il y a l'histoire de permission au départ, une promesse de permission. Oui, alors on essaie de les arrêter. Alors on essaie d'abord avec des fausses promesses, avec des propositions de permission, et puis ils tiennent, certains tiennent, et on va voir jusqu'où ils vont devoir aller pour aller jusqu'à Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un gradé qui suit. Oui, c'est-à dire que on suit essentiellement un petit groupe de personnages, 5-6 soldats, dont leur chef, qui est un adjudant, qui lui au départ pense que ces hommes font une énorme ânerie, mais par fidélité, et puisqu'il voit qu'en fait le commandement les trahit en permanence, décide d'aller à Paris. Et puis un lieutenant qui dès le départ comprend que ça va mal tourner, mais d'un autre côté ne peut pas accepter lui non plus la trahison des hauts gradés, et puis ne peut pas non plus lâcher ces hommes dont ils sont bien qu'ils ont un mouvement de cœur, mais qui est aussi un mouvement de courage. Et ce qu'on voulait raconter en fait avec Emmanuel, au-delà de 14-18, au-delà de l'anecdote, au-delà du voyage dans cet univers-là, c'est en fait ce moment où les gens du peuple disent il y en a marre.
Les autorités nous écoutent pas. Il est temps d'aller parler haut et fort auprès de ceux qui dirigent. Bon, évidemment, ça n'a rien d'actuel et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a aucun écho. Mais bon, pour l'époque, ça avait un sens. Il faut dire que la période choisie est la période la pire de la Première Guerre mondiale. Le haut commandement est assuré par le général Nivelle, qui est considéré aujourd'hui comme un meurtrier, un fou furieux, et qui a conduit. Il y a eu les batailles d'Arras, de Cambrai jusqu'au chemin des Dames, et des centaines de milliers de morts, voire plus. Oui, de toute façon, ce qui est le plus horrible en fait, notamment on va pas s'étendre sur l'aspect historique, mais dans le chemin des Dames, ce qui est quand même le plus dingue, c'est que cette bataille était perdue avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que l'idée très simple, c'était de dire, les Français se sont dit, allez, on va masser toutes nos forces à un endroit, qui était donc ce chemin des Dames, et puis on va faire un effet de surprise et on va percer les défenses allemandes. Bon, une semaine avant le départ de cette bataille, tous les espions allemands savaient pertinemment que tous les Français étaient là, quel jour ils allaient attaquer, à quelle heure, et pire, les autorités françaises savaient que les Allemands savaient. Sauf que on avait dit qu'on le ferait. On avait promis à l'Assemblée qu'on irait. On avait dit que ça... Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un effet de gel, c'est-à-dire quand on a beaucoup investi dans une décision, on la suit. Et donc, 400 000 morts. C'est ce qu'on voit au début de la BD, d'ailleurs. Les gens y vont alors que les soldats allemands le savent. Bien sûr. Ah non, mais c'est de ce point de vue-là absolument fou. Clémenceau, d'ailleurs, à l'époque, avait essayé d'avertir un peu les autorités. Personne n'a voulu l'écouter. Mais ce que ça raconte, en fait, c'est ce moment où les gens, évidemment, nous tous, on est prêts à, je pense, à un certain nombre de sacrifices pour protéger ceux qu'on aime, notre pays, nos idéaux, peu importe. Mais il y a un moment, quand c'est trop bête, quand ça n'a plus de sens, quand on comprend plus où on va, les gens ils finissent par se mutiner, ils finissent par se révolter. Et le problème, c'est que quand ils font ça, sous le coup de la colère, et quand ils sont amenés à employer la violence, ça se termine mal. Et donc c'est ça qu'on raconte. Bon, et j'espère qu'il y a de l'humour. Il y a les personnages, évidemment, sont en couleur. Les personnages sont en couleur. Il y a de l'humour. Il y a aussi, c'est quand même une histoire de bruit et de fureur. Et alors tout ça est rehaussé par un dessin et couleurs, et dessin des teintes, extrêmement expressif et des teintes à l'aquarelle qui font exploser en fait l'histoire. Je pouvez nous parler un petit peu de ce dessinateur ? Alors Cédric Babouche, en fait, c'est au départ un grand réalisateur de dessins animés. On s'est connus parce qu'en fait il se trouve qu'on enseigne tous les deux dans la même école d'art qui s'appelle Émile Cole à Lyon. Et puis lui, il avait ce petit rêve secret, en plus de films d'animation, de faire de la bande dessinée. Et moi, j'étais émerveillé par ses couleurs, par sa narration, par ses personnages. Et donc, on a discuté de ce sujet. Et puis à l'époque, moi, j'avais expliqué au Lombard que c'était un moment où j'étais très pris, j'avais beaucoup de fer au feu. Et là, ils me disent, mais tu sais, on connaît un très bon scénariste qui connaît bien ce type de sujet, qui est aussi professeur d'histoire, qui pourrait écrire ça avec toi. Et ils m'ont présenté Emmanuel Herzé, avec qui ça a été un vrai bonheur. On a collaboré avec beaucoup de plaisir, je crois, lui et moi. Et donc la petite équipe s'est faite comme ça, entre un réalisateur de dessin animé qui rêvait de bande dessinée, un scénariste de bande dessinée, Emmanuel Herzé, et moi. Voilà. Et un scénariste de bande dessinée qui a aussi fait du cinéma. Oui, oui. Alors d'ailleurs sur une époque qui était juste après, parce que les Brigades du Tic, ça se déroule en 1912. Alors pardon, avant, donc c'est juste un petit peu avant. Mais c'est vrai que puis j'ai écrit aussi en 14-18 quand j'ai fait les Sentinelles. Non, c'est une époque qui me touche beaucoup pour plein de raisons. Donc au départ, c'est paru sous forme d'un diptyque en 2 volumes, il y a 2 ans, il y a 1 an, enfin. Et aujourd'hui, donc paraît cette édition intégrale qui a été, vous nous disiez tout à l'heure, retouchée en fait pour l'occasion. Oui, on avait envie de reprendre. Alors on a repris quelques bulles ici et là, on a repris quelques couleurs pour essayer de rendre certaines cases plus efficaces, plus lisibles, améliorer la fluidité de l'album. En fait, le métier de la bande dessinée, c'est un métier d'artisan. Et c'est un métier d'artisan un peu perfectionniste, pénible, pourrait dire certains de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on essaye voilà, moi, ma politique, c'est que tant que c'est pas imprimé, on peut changer. Alors évidemment, et là, c'était pas imprimé, alors on a rechangé. C'est assez rare que sur les intégrales, les auteurs. Il y a un retravail derrière. Alors c'est Cédric Babouche, là, en l'occurrence, qui a beaucoup travaillé. Enfin, moi, j'ai fait une lecture attentive de l'album. Ah, tiens, là, on voit pas bien la main. Là, attention, il y a un morceau de fenêtre. Voilà. On en a discuté avec Cédric, et lui, il a pris le temps et le courage, parce que c'était quand même un gros investissement de sa part, de refaire des petites couleurs, de remettre un peu de blanc ici, un peu de noir là, voilà. Donc, j'irais pas dire que c'est une édition fondamentalement différente, mais par contre, il y a un petit plus. Et puis c'est vrai que je pense que c'est une histoire qui gagne énormément à être lue en une fois. Voilà.
Alors c'est vrai que le travail de dessinateur est déjà pas facile, mais si en plus le scénariste demande de retoucher... Oui, alors là, on va pas s'en sortir, merci pour l'explication sur ce champ du cycle. Puisqu'on est dans la période 14-18, je voulais juste montrer le dernier volume également d'une saga. Oui. Saga qui est sortie les 5 dernières années, qui s'appelle 14-18 tout simplement. Donc ça c'est chez Delcourt. Voilà, d'Éric Corbeyran et d'Étienne Leroux. Et c'est une édition Canal BD. Alors là exceptionnellement pour ce dernier volume, c'est une édition Canal BD, c'est-à-dire qu'il y a une petite jaquette supplémentaire. On a pris l'habitude à chaque émission de présenter un peu. Qui finit en novembre. Oui, absolument. Non, mais donc ça commence en 14, ça finit en 18, et c'est le destin croisé d'habitants d'un même village, quoi. Hein. Voilà, c'est très très sympa. Et Étienne Leroux est un excellent dessinateur, et Éric Corbeyran sait raconter les histoires. Donc, voilà. Alors puisqu'on parle de dessinateurs qui ont quelques difficultés, il y a des dessinateurs aussi qui choisissent des fois de faire différents métiers. Et je me suis retrouvé à Nice, un peu par hasard, et j'ai rencontré un dessinateur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Loïc Malnati, qui avait fait des choses il y a une dizaine d'années, là, l'ancêtre programmé avec Anne Ploie, etc., et qui a ouvert un atelier de tatouage. Je vous propose qu'on aille voir, parce que c'est assez surprenant. Donc voilà, vous pouvez aller découvrir les contes mécaniques chez Paquet. Alors c'est un univers steampunk un peu éloigné de notre viking préféré. Oui, c'est vrai. Ce sont surtout les auteurs qui peuvent le dire. C'est vrai, je sais pas, qu'en pensez-vous, Fred? Oh ouais, j'imagine, oui, tout à fait. Ouais. Alors, Torgal, c'est sorti, La Crise de Valnor, il est sorti cette semaine ou la semaine dernière, hein. Oui, même un peu plus de 15 jours. Un peu plus de 15 jours, voilà. C'était une belle aventure. Sur le 1, je l'ai partagé avec notre ami Xavier. Et puis le 2, en partie aussi, voilà. Le 1, c'est de tome 7 et le 2, c'est de tome 8. Voilà, 7 et 8, on a fait le 7 et le 8. En fait, au départ, sur Crise de Valnor, c'était Giulio De Vita, c'est ça qui était au dessin ? C'était De Vita sur les
5 premiers, Voilà. après il y a eu sur Zinco sur le 6, et puis sur le 7 et le 8, moi-même. Voilà, c'est ça. Et donc on retrouve. Ah non, mais d'abord, cela dit, comment est-ce qu'on arrive à Torgal parce que on n'est pas forcément destiné à ça. À Torgal ou à Chris de Valnor? Ce sont deux choses différentes. Chris de Valnor, on va peut-être d'abord, y arriver. voilà. Chris de Je vais Valnor, penser à la famille Torgal, mais je veux dire à Chris de Valnor. Oui. Chris de Valnor, je me pose encore la question, même si j'ai quelques pistes. J'imagine que les scénaristes et l'éditeur souhaitaient travailler avec moi, parce qu'un jour j'ai reçu un appel téléphonique alors que j'étais au rayon dans une grande surface de bricolage au rayon fil électrique. Donc d'où voilà, l'intérêt on sent la compétence. d'où l'intérêt voilà, de tout le Oui. temps répondre au téléphone, quelles que soient les circonstances. Les circonstances. Voilà. Oui, mais ça veut dire que vous n'aviez pas fait acte de candidature. Non, du tout. Alors je pense que j'étais bien présent en librairie, vu que je faisais les couvertures de la série Mythologie chez Glénat. Oui. Je faisais aussi Neige Origine aussi. Oui. Donc j'imagine que ça concourt à converger vers moi quand on passe éventuellement à quelque chose. Après, peut-être que Xavier... Tu veux un secret, Laurent ? Vas-y. En fait, on avait terminé le tome 6 de Chris de Valnor, et au Lombard on cherchait, parce qu'en fait c'était compliqué pour que Roman fasse le 7 et le 8, et il fallait un autre dessinateur, et donc on cherchait tous, et moi, on va raconter nos anecdotes de cours, j'étais à la grande librairie de bande dessinée qui est au Printemps, et je fais les rayons, et comme souvent quand je cherche un dessinateur, si j'en ai pas en tête comme ça, je fais tous les rayons, je regarde, et je tombe sur le Neige Origine dont parle Fred. Voilà, donc Voilà. j'ai Il apprend des choses, c'est bien qu'il La réponse à la question. Et là, j'appelle Gauthier von Merbeck, qui est toujours d'ailleurs qui est l'éditeur historique de Torgal, et je lui dis: Gauthier, j'ai le dessinateur absolu pour faire Chris de Valnor. En plus, dans ma tête, je me dis déjà, et pourquoi pas il un le jour vend Torgal. bien, il le vend bien. Et non, mais c'est vrai, je te jure les yeux dans les yeux que c'est vrai. Et je lui dis: tu l'appelles, tu vois avec lui, peu importe le prix, c'est lui. Voilà, et donc la suite, c'est que Gauthier a appelé. Et ça a été Fred. peu importe le prix? Non, peut-être pas quand même. Ah oui, quasiment. bah alors, Ça s'est joué à pas grand-chose, effectivement. Une jolie anecdote, merci. Ouais, mais c'est vrai. Excellent. Alors, justement, on en parlait, et donc parlons de l'histoire, parce que ce Chris de Valnor, tome 6, dans tome 7, tome 6, vous avez fait aussi. Alors, vous avez fait. En fait, le truc, c'est qu'il faut vous rappeler, il y a une série mère. Et il y a deux séries dérivées qui sont Absolument. Chris de Valnor et Louvre. Et que les deux séries dérivées sont censées rejoindre la série mère d'ici quelques jours, quand le Absolument. tome 36 de Torgal va va sortir, qui va sortir. s'appeler Aniel. Voilà. Absolument. Et il a fallu remettre tout ça un petit peu d'équerre, j'allais dire, enfin ça c'est moi qui le dis, en tout cas par rapport justement aux séries dérivées qui étaient peut-être un peu trop dérivées. Ouais, le boulot non du scénariste, là, il doit Ouais. être un peu assez En important tout cas, quand c'est même. à ce moment-là que vous êtes intervenu. Oui, en fait, alors, l'histoire, rapidement, c'est qu'il y a quelques années, au départ, le scénariste d'origine, personne ne l'a oublié, c'est Jean Van Damme. Bien sûr. Voilà, scénariste pour qui je ne l'ai jamais caché, j'ai une grande admiration et donc j'ai énormément regardé le travail. Et puis, à un moment, donc, Jean a arrêté la série Torgal. Il a confié cette série en scénario à Yves Sante, qui a fait un certain nombre d'albums. Et puis, Yves Sante est parti de la série. Et là, il fallait effectivement un scénariste pour reprendre à la fois la série mère Torgal, conclure le cycle qu'avait initié Yves Sante, et puis continuer aussi son travail sur Chris de Valnor et préparer la réunification, pour parler en termes allemands, de toutes les séries. Bon. Et là, donc moi j'ai commencé à travailler dessus, et puis alors on a fait un premier tome de Chris de Valnor avec mon ami Mathieu Mariol au scénario, qui s'appelle L'île des enfants perdus, qui était notre hommage en fait à Ali Noé, mais du côté Chris de Valnor. En fait, alors, c'est pas la même histoire, mais enfin on sentait bien qu'il y avait une île, un personnage central et des enfants, mais qu'on allait raconter autre chose quand même, parce qu'il faut bien qu'avec tout l'argent qu'on nous verse, il faut bien qu'il y ait un peu d'imagination derrière. Surtout Vous avec Torgal, imaginez ouais, bien. ça, c'est sûr. Mais bien sûr. Et puis en parallèle, effectivement, je reprenais la série Torgal pour l'amener vers la réunion de toutes les intrigues. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis on est parti après, alors, pour Chris de Valnor, après cette aventure de Chris, donc l'île des enfants perdus, où elle comprend que sa quête est d'abord la quête de son fils, et que dans le fond, si un jour elle veut retrouver un minimum de bonheur, il va falloir qu'elle retrouve son fils. Donc on a créé cette quête en 2 tomes avec Mathieu Mariol,
qui en fait suit deux personnages, puisqu'en fait la série Chris suivait deux personnages en réalité. Elle suivait Chris de Valnor et Jolan, le fils. Voilà. C'est ça. Hein. Oui, d'ailleurs, dans le dernier c'est ce tome, qu'on on voit bien, c'est retrouve totalement tout à fait. divisé en deux. Oui. Sauf que vous n'êtes pas crédité sur le dernier volume. Non, parce qu'en fait, après avoir fait ces deux Chris de Valnor, donc L'île des enfants perdus et La montagne du temps, et avoir fait l'album Le Feu écarlate, merci, avec Monsieur Rosinski sur Torgal. Pour des tas de raisons, j'ai été amené à quitter la série, notamment parce que moi j'avais une vision peut-être un peu plus, enfin, en tout cas, pas assez orthodoxe en tout cas par rapport à ce qu'était la série. Et puis je pense que voilà, il fallait peut-être un peu trop adulte, non? C'était pas ça? Peut-être. Je pense que, mais bon, vous savez, quand vous faites une adaptation, vous pouvez soit être totalement fidèle à la série, par exemple, c'est ce que réussissent beaucoup d'auteurs sur Black et Mortimer, où ils font vraiment du Jacob. Vous pouvez au contraire faire quelque chose de complètement différent. Je sais pas, c'est par exemple Frank Miller qui va reprendre Batman. Et puis vous pouvez essayer de faire quelque chose où on se met dans les mêmes rails, mais on les oriente un peu différemment. C'était mon idée, à tort ou à raison. Je crois que voilà, il y a pas de vérité dans ce domaine-là. Mais pour le coup, j'avais plus envie d'aller au même endroit que Gregor Rosinski, qui est quand même le dessinateur et le co-créateur. Et donc, bon, on s'est dit que voilà, on allait chacun reprendre nos activités. Lui allait continuer Torgal, moi j'allais faire autre chose. Et à ce moment-là, j'avais coécrit avec Mathieu Mariol l'intrigue des deux albums, donc Le Maître de Justice et La Montagne du Temps. Et comme j'étais parti de Torgal, je me suis dit, je vais aussi partir de Chris, c'est assez logique. Et Mathieu, donc, a pris notre histoire à tous les deux, mais lui, on a écrit les dialogues, le découpage, les dessins, enfin, suivi des dessins, bien sûr, et dessiné par... Oui, alors Fred donc, qui a fait donc la Chris de Valnor, beaucoup de Jolan, beaucoup de Chris. D'ailleurs, il y a beaucoup de Chris, elles sont plusieurs. Hein. Oui, elles sont plusieurs. Non, on va pas révéler mais enfin, à la fin, il n'en reste qu'une, je peux le dire. Et d'un coup, comme ça, on vous dit, tiens, vous allez même faire la série mère maintenant. Oui, alors d'un coup comme ça, ça a été préparé avec les deux Chris, hein, effectivement. Alors c'est vrai que on me l'a annoncé, c'est Grégor qui m'a annoncé ça. On a fait, c'était la réunion des représentants, et je suis monté en piste et on m'a présenté devant tout le monde comme le futur repreneur de Torgal. Donc c'est un immense honneur et c'est une lourde responsabilité aussi que de marcher dans les pas de Grégor. Parce qu'il a un style graphique assez unique. Donc il a eu plusieurs périodes, hein. Il a eu le style ancré avec des couleurs très très légères, et puis surtout après un style beaucoup plus pictural en couleur directe. Voilà, donc moi j'ai la dure responsabilité de choisir dans quel style je vais m'inscrire. Bon, moi ma patte naturelle c'est plutôt de l'ancrage, ancrage noir et blanc, et puis après avec des couleurs un petit peu plus légères. Donc moi je vais essayer de faire ça. Et est-ce qu'il va continuer quand même à faire des couvertures par exemple, ou plus rien du tout? Alors, il va continuer à faire des couvertures parce que c'est son plaisir la peinture, et je pense que s'il arrête la bande dessinée, s'il arrête Torgal et le dessin pur et dur de BD, c'est aussi pour se faire plaisir sur des peintures parce qu'il adore ça. Oui. Et puis moi, ça ne me gêne pas du tout parce que comme j'ai aussi la casquette de cover artist sur la série littérature, donc je ne fais pas du tout le dessin, je m'occupe que des couvertures, ça ne me gêne pas du tout qu'une autre personne s'occupe des couvertures de BD. Mais cet univers, vous l'avez pas découvert, Torgal, on connaît quand on est amateur de bande dessinée. Qu'est-ce que ça vous évoque ou... Alors moi, Torgal, je suis venu sur la série Torgal dans les années 80, à l'époque de feu Tintin Magazine. Et donc j'ai suivi Torgal pendant la période, je pense que, je sais plus, je dis peut-être des bêtises, mais le journal de Tintin s'est fini dans les années 87, 88 peut-être, un truc comme ça. Donc j'ai suivi Tintin pendant cette période-là. J'ai suivi Torgal pendant ces périodes-là. Mais par contre, après, c'est vrai que je suis parti sur d'autres bandes dessinées. Parce que c'était aussi l'avènement de l'éditeur Delcourt, c'était Soleil. Donc c'est vrai que mes amis lisaient plutôt ces bandes dessinées-là. Et là, par la force des choses, j'y reviens et je redécouvre tous les tomes qui ont été faits. Finalement, Neige, c'était un peu l'intermédiaire entre le moderne et le classique. Alors, et Neige, en plus, il y a d'autres points communs. C'est que Neige, je l'ai lu aussi dans le journal de Tintin. À l'époque. Ah oui. Donc les deux séries qui étaient un petit peu plus adultes et qui m'intéressaient particulièrement, c'était Neige. Oui, c'était le premier tome qui était aux origines, c'était publié chez Le Lombard, après c'était racheté, ça a été publié chez Glénat. Et après, donc, du coup, Torgal, et j'ai commencé par Alinoé et Les Archers. D'accord.
Et puis maintenant, on verra la suite avec Yann comme scénariste, c'est ça? Avec Yann comme scénariste, c'est ça. D'accord, exactement. très bien. Alors, puisqu'on parle de On Torgal, peut l'évoquer. Il faut évoquer qu'on est aujourd'hui le 8 novembre, Tout à fait. la convention Torgal qui va avoir lieu le 15 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors là, je vais prendre mon petit papier parce qu'il y a tellement de choses que j'ai peur d'en oublier. Hein. Donc, qui se tiendra au dernier bar avant la fin du monde à Paris, une soirée de 21h à 2h du matin, où vous pourrez rencontrer la plupart, voire la totalité d'ailleurs des dessinateurs de Torgal, Jean Van Damme, Grégor Rosinski, Yann, Xavier Dorisson, Mariol, Fred, il y aura aussi Giulio De Vita, et donc pour discuter avec eux. Et alors il y aura une démonstration de combat médiéval, un body painting sortir d'une case, du dessin en direct sur scène. Blablabla, bar viking, un concours de cosplay, puisque le gagnant repartira avec une statuette Attacus Chris de Valnor d'une valeur de 490 €. Enfin, tout ça pour le grand public. Hein. Le nouvel album Aniel, donc le nouvel album de Torgal, sera proposé en avant-première à tous les amateurs. Il y aura, et alors simplement, c'est une convention qui est payante. Le tarif est de 12,99 €. L'ensemble des détails se trouve évidemment sur le site du Lombard. Bien sûr. Et pour les gens qui paieront une place, ils auront une boisson ainsi que énormément de goodies. On imagine que le Lombard va faire ça très très bien. Donc voilà, vous y serez, messieurs. Absolument. Oui, Body painting, c'est nous. Moi, je m'entraîne au pole dance depuis. Pardon. J'attends avec impatience la gardienne des clés, moi surtout. Ah oui. On va voir le cosplay, effectivement, combien il y aura d'inscrits. Mais bon, je crois que c'est un événement qui était attendu par les fans de Torgal sur les forums. On en parle, tout à fait. Et donc, tu voulais nous parler d'un livre d'ailleurs? Juste parce qu'on parle de Jean Van Damme, qui est le créateur faire une de petite la série. transition. Voilà, ce livre, sur parce que Jean Van Damme, c'est aussi 13, évidemment, le 13 Mystérie, le 13e 13 Mystérie dont il signe le scénario vient de sortir. On avait parlé de Kivu, qu'il vient de faire avec Christophe Simon, enfin on le pensait à la retraite, mais il continue à beaucoup travailler. Et donc un livre tout l'Argo Winch, l'encyclopédie illustrée. Alors tout ce que vous avez voulu savoir sur l'Argo Winch, sans jamais avoir osé le demander, évidemment. C'est un bouquin qui est très 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 complet, qui a été fait par Rodolphe Lachat et Antoine Morel. Chez Dupuis. Chez Dupuis, avec... oui, c'est coédité, mais c'est chez Dupuis, oui. Alors moi je vais vous citer deux petits ouvrages. Un exceptionnel Paul Kirchner, ça c'est chez Tanabis, et ça s'appelle Géronimus et Bosch. Alors c'est très très drôle, c'est plein d'humour. Paul Kirchner, il y avait eu Le Bus, il y avait eu Apocalypse qui a été paru chez Tanabis aussi, qui reprenait un petit peu ses travaux de jeunesse. Là, on est dans un pauvre personnage du Moyen-Âge qui va se retrouver en enfer, et il lui en arrive des histoires. C'est vraiment très drôle avec un dessin très humoristique. Je vous laisse regarder. Vous connaissez, Xavier? Ah, c'est excellent. C'est très très drôle. Allez, toujours dans l'humour, Tendre enfance, ça c'est Bernstein et Laurent Houssin. Ça c'est chez Woput, bien sûr. Ça c'est drôle aussi. Hein, Bernstein, ça c'est super. Et puis le graphisme est démesuré. Oui, le graphisme est totalement déstructuré. Quoi. Ah, ce monde de l'enfance, dis donc, c'est bien difficile. Allez. Ça c'est pour l'enfer parce que ça fait longtemps que j'ai pas présenté de petite BD pour l'enfer. C'est bien sûr la collection BDQ des Requins Marteaux et c'est le dernier Grande Surface. Ah bah voilà. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Alors l'émission est terminée. Xavier et Fred, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci plaisir partagé. Le Chant du Cygne et Torgal, Chris de Valnor. Voilà. Laurent, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à Album. Toujours Album, absolument. Alors, vous pouvez bien sûr continuer à vous abonner au podcast, Apple Podcast, Google Podcast, sur le site de BD Zoom, sur le site d'album.fr, sur le site de Watch TV, et puis sur le site ou la chaîne YouTube de Trait pour Trait. Allez, à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Merci beaucoup.